New York était-elle une ville qui offrait plus de facilité pour un artiste que Montréal? C'était à l'époque où j'y étais la ville des artistes. Voilà. On allait tous acheter du matériel à Pearl Pine, c'est un magasin de peinture qui faisait 5-6 étages de haut. C'était des prix défiant toute concurrence. C'est des artistes qui tenaient les rayons. C'est une ville faite pour les artistes. Il y a tellement de galeries, de galeristes, de gens importants de l'art. Tout le monde passait par là à cette époque-là. Peut-être un peu moins maintenant, je ne sais pas. Mais vraiment, c'était le lieu où être. Et je ne regrette pas du tout parce que ça m'a donné une dimension internationale. Oui. Voilà. Alors, tu restes à New York jusqu'en 2005. Oui. Et alors, durant ces 12 années, quels ont été les liens que tu gardais avec la France? Est-ce que tu revenais périodiquement? Est-ce que tu suivais la scène artistique française un peu à travers la presse ou autre? Non, pas du tout. La scène artistique française, ça ne m'intéresse pas du tout. De là-bas, ça ne m'intéressait pas. Mais je revenais bien sûr voir ma famille une fois par an. Oui. Chez mon grand-père, mes parents, ma famille était ici. Donc je revenais bien volontiers en France et je venais voir mes racines et la nature aussi. Mais en parlant de ça, j'ai écrit un petit texte et je voulais te le lire. Oui, bien sûr. Parce que c'est important de dire ce qui s'est passé pour moi à New York. Donc je vais citer cet extrait. Mon passage à New York a été pour moi une révélation, une initiation, un devenir. Un peu comme si j'avais été auparavant incomplet, sous-développé, prétentieux et stupide. Je veux insulter personne, bon, c'est ce que je pensais. Comme ces négatifs que l'on révèle dans des bains photographiques ou ces pucelles botticelliennes, virginales, impénétrées, ineffleurées, qui découvrent brutalement et soudainement l'extase du ravissement sexuel. C'est-à-dire que pour moi, New York a été vraiment une révélation tant de l'ordre de la sexualité, de l'art, de la spiritualité. Je suis devenu quelqu'un d'autre, vraiment, j'ai acquis une autre dimension. Et c'est cette dimension dont je voulais parler. Oui. Et donc, cette ville de New York était effectivement foisonnante, avait remplacé Paris à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, voilà. avait remplacé Paris en tant que ville artistique. Donc c'est ce qui t'a aussi attiré. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Et alors, quelles ont été à New York, justement, dans ce milieu artistique, les rencontres les plus marquantes? Je pense que je dirais, premièrement, au niveau personnel, c'est mon épouse, Olga, qui est d'origine colombienne, et on a vraiment passé de très bons moments ensemble, très très forts. Et on a eu la chance de voyager au Mexique, au Guatemala. Et professionnellement, c'était M. Leo Castelli, qui était directeur de la galerie Castelli, qui a sorti tous les artistes du pop art, que ce soit Jasper Jones, Rauschenberg, enfin tout le monde, quoi, Andy Warhol, tout ça. Et lorsque je l'ai rencontré, vraiment, je l'ai appelé, il m'a reçu. Donc, je ne peux pas dire que ce soit devenu un ami, mais c'était devenu une référence. Et c'est quelqu'un qui avait cette simplicité et ce grand bonheur d'être avec des artistes, quoi. Pour lui, l'art était vraiment essentiel. Et de faire cette rencontre, c'était un peu comme mon grand-père. Mon grand-père avait connu quand même les 2 guerres mondiales. Quand il est né, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de voiture. Et il avait un sens inné des choses justes. Quand on disait de quelqu'un, il a tout faux. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tous tout faux. C'est-à-dire qu'on ne sait plus vivre avec la nature, avec l'ensemble des choses. Et je pense que M. Castelli était quelqu'un comme ça. Ouais. Et as-tu travaillé avec lui? Ben, malheureusement non, parce qu'à un moment donné, j'étais allé le voir, j'étais à Montréal, il me dit, ah, mais combien vous vendez cette peinture? Je dis, dans les 800 $. Et il me dit, vous savez, une grande galerie ne peut pas travailler avec vous parce que ça ne paye pas les frais. Et bien sûr, il y a ce problème qui s'est décuplé aujourd'hui, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a ce problème du prix de vente de l'œuvre d'art. Oui. Oui, voilà. C'est vrai que nous aurons l'occasion d'aborder le marché de l'art. Alors, comme tu avais évoqué l'Amérique latine, la proximité géographique de New York te permettait de voyager. Comment as-tu découvert l'Amérique latine et les arts, en particulier précolombiens? Ben, on a eu la chance de voyager à Mexico City avec mon ami Olga, à Puebla, où j'ai acheté des masques qu'on voit derrière nous dans l'atelier. Et ça a été une révélation, parce que jamais j'avais vu des œuvres aussi fortes quelque part. Oui.
et aussi dans les pyramides d'Uxmal et de Chichen Itza, et aussi toutes les populations autochtones, ce sont les Mayas. Il y a quand même, quand tu vas dans le Chiapas, comme ça, il y a beaucoup d'indigènes qui sont restés, qui n'ont pas été exterminés, comme en Amérique, aux USA, en Amérique du Nord, par les Occidentaux. Donc il y a quand même un tiers de la population qui est encore locale. Et donc ça donne une énergie importante et différente de ce qu'on ressent en Europe. Oui. Alors c'est vrai que quand on parle d'Amérique latine et d'énergie, on a toujours tendance à faire référence à Antonin Artaud. Oui. Antonin Artaud s'est rendu donc en 1936 au Mexique, et ça s'est présenté pour lui comme un voyage initiatique finalement, et il disait avoir voulu y chercher, je cite, une nouvelle idée de l'homme. Est-ce que c'était également ton but, de chercher une nouvelle idée de l'homme en Amérique latine? Ce n'était pas mon but, mais c'est ce que j'ai trouvé. Oui. C'est ce que j'ai trouvé, voilà. C'est une rencontre. Oui, c'est une découverte, je dirais, due au hasard, d'une certaine manière. Bon, si le hasard existe, oui, bon, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence, une coïncidence. Oui. Et alors, justement, Artaud a des citations tout à fait intéressantes sur son expérience. Par exemple, il dit « La culture rationaliste de l'Europe a fait faillite, oui. Et je suis venu sur la terre du Mexique chercher les bases d'une culture magique, alors, le terme est intéressant, d'une culture magique, qui peut encore jaillir des forces du sol indien. » Quand il dit ça, il définit une démarche qui va bouleverser sa vie, c'est clair, mais as-tu ressenti un même besoin, finalement, un Occident dont la culture faisait faillite et une possibilité de trouver une sorte de régénération intellectuelle? Bien évidemment, oui, spirituelle, oui. Ah oui. C'est-à-dire que ce rapport à la nature, au soleil, bon, il faisait quand même un sacrifice humain pour régénérer le soleil. C'est fort, quoi. Bon, oui. Après, je ne défends pas du tout ça, mais comme j'en parle souvent aux entretiens, ils avaient des offrandes aux fleurs, enfin, ils avaient des fleurs, de dieu de la pluie, et ça veut dire que c'est un respect par rapport à la totalité du monde. Alors que nous, notre démarche est complètement inversée, c'est qu'on détruit tout, les fleurs, les arbres, les rivières, tout est pollué, tout est détruit, on utilise tout, et donc cette démarche est inversée. Donc il a trouvé cette démarche vers le monde, oui. Que nous, on l'inverse, on détruit le monde. Mais tu parles d'Antonin Artaud, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement. J'adore Elio Gabal, l'anarchiste couronné, et son livre sur le Mexique est très important. Bon, après, les gens utilisent le terme de magie, comme Lévi-Strauss aussi, la pensée magique. Pour moi, bon, pour moi, ce terme de magie me déplaît, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est magique, justement, qui serait en dehors du monde, ce serait une identité particulière. Je pense que c'est une connaissance. C'est pas de la magie. Toi, les chamans prennent 20 ans pour comprendre comment les vibrations, comment les arbres fonctionnent, tu comprends. C'est une connaissance pour moi. Pour nous, ça semble magique parce que, waouh, ça dégage. Mais bon, c'est un terme qu'on utilise, mais des fois, ça me gêne un peu ce terme de magie. Mais bon, on ne peut pas utiliser d'autres mots. Malheureusement, l'Occident n'a pas d'autres mots. Pour moi, c'est une réalité autre. C'est comme la mécanique quantique. C'est une autre réalité. Alors c'est intéressant, tu viens de parler de chaman, d'autres réalités. Lorsqu'Artaud part au Mexique, donc il va chez les Indiens, il fait l'expérience du peyote, donc ce petit cactus qui lui permet justement d'aller dans un autre monde. Oui. Et de ton côté, tu parles beaucoup dans tes textes de transe chamanique. Oui. Alors, ça m'intéresse et ça m'intrigue. De quoi s'agissait-il, ces transes chamaniques? Une transe chamanique, c'est une transe chamanique, c'est-à-dire que tu pars dans un état, on pourrait dire un état second, un état supérieur, quoi. Oui. Oui. C'est ce que les gens ressentent sous drogue, mais moi j'ai fait ça sous hypnose. Sous hypnose? Voilà, sous hypnose. Oui. Avec, j'imagine, un spécialiste de l'hypnose et qui sans doute avait aussi cette orientation vers un transfert vers un monde artistique. Oui, voilà. Oui. C'est le monde artistique, c'est le monde de la poésie, c'est le monde des chamans, voilà, oui,
c'est le monde, c'est l'ouverture sur l'énergie du monde, hein, quelque part, la compréhension de l'énergie du monde. Et ça, donc c'était à New York et non pas en Amérique latine? Oui, à New York, oui, j'ai eu la chance de rencontrer cette personne. Et en quoi ces trans ont transformé ton approche de la création? Ça m'a permis d'accéder à une fluidité du travail. Parce que bon, il faut bien dire les choses, les peintres, ils font un travail qui est complètement figé. Pour moi. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle la peinture fenêtre. Or, dans les trans, il n'y a pas de fenêtre. C'est-à-dire que c'est ouvert partout dans le cosmos. C'est une ouverture multidimensionnelle. Oui. Et donc, mon travail, j'espère, a cette dimension multidimensionnelle. C'est-à-dire que je peux me permettre de mettre un Bouddha à côté d'un texte érotique, à côté d'un rituel maya. Je peux mélanger tout, et c'est ce qui se passe dans les trans, c'est ce mélange perpétuel, incessant. Tu transformes sans arrêt en baleine, tu transformes en eau, tu transformes en soleil, tu fusionnes sans arrêt. C'est une fusion du départ de la transe à la fin de la transe, tu fusionnes, tu transformes, tu fusionnes, tu transformes. Et donc, tu as les esprits animaux qui te guident. C'est très très fort quoi, comme sentiment. Oui. Voilà. Ouais. Alors donc tu crées à New York régulièrement. Au début des années 2000, tu vas exposer dans des galeries, dans des centres culturels, etc. Quelle était la réception de ton travail auprès du public, auprès de la presse? Je pense qu'il était bien reçu. Mon travail était bien reçu à New York, oui. Je pense plus qu'en France. Bien que mon galeriste à Soho, Eric Alouche, me dit « Oh, les Américains ne comprennent rien à ton travail », mais ils n'ont pas d'a priori. Alors qu'en France, je me heurte à quand même un a priori du public qui ne rentre pas du tout dans mon travail. C'est vraiment... Il y a une barrière incroyable. Donc j'aime mieux le public new-yorkais, je ne sais pas du tout au Texas, comme ça. Mais le public new-yorkais, et surtout ils ont cet humour et cette joie. Ils ne sont pas impressionnés par toute la culture européenne comme nous dans les musées. Je voudrais citer Bonnard qui disait la chose la plus importante dans les musées, ce sont les fenêtres. Et donc notre culture est complètement muséifiée, océifiée en France. Oui, stérile, notre culture est stérile, il n'y a plus d'énergie dans l'art. C'est ce que je me permets de dire, mais bon, peut-être j'ai tort. Et alors qu'à New York, on n'a pas cette finalité de l'art qui doit être de l'art avec un grand A ou la culture avec un grand C. Ils s'en foutent, je veux dire, c'est pas important. J'avais été frappé aux États-Unis de voir une grande différence entre une élite américaine qui a des connaissances très développées sur l'art, qui collectionne, etc. Et puis la classe moyenne, qui n'a absolument, ne présente aucun intérêt pour l'art, qui n'a pas d'idée sur la question. Et j'avais posé cette question à des étudiants américains de l'Université de New York qui m'avaient dit oui, mais en France, vous avez un accès à l'art par la gratuité par exemple, ou par des tarifs réduits pour les jeunes, tandis qu'aux États-Unis, si on veut avoir accès à l'art, il faut à chaque fois payer. Est-ce que tu penses que, en dehors de l'élite new-yorkaise, est-ce que tu penses qu'aux États-Unis en général, l'artiste est considéré? Oui. Moi, enfin, en dehors de... Ouais, tu m'as dit en dehors de New York, excuse-moi. J'en revenais à New York, oui, je sais pas. J'en sais rien. Je n'ai pas d'expérience. Je ne suis pas allé vivre à Miami, non. Mais je me sentais beaucoup plus considéré à New York, voilà. Bon. Et pour en venir à France, et à la situation de l'art en général, je pense que nous sommes entrés maintenant dans une société post-culturelle. C'est-à-dire que la culture n'a plus aucune importance, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Peut-être qu'en Chine, ça devient une société culturelle pour créer un marché. Bon, dans les 100 premiers artistes sur ArtPrice, tu as 50 Chinois. Donc, bon, voilà, donc ils arrivent sur le marché, mais c'est un truc financier. Est-ce que, bon, l'art, ça c'est un autre problème, peut-être qu'on en parlera plus tard, la fonction de l'art et tout ça. Mais en France, on a accès à l'art, et puis c'est pas vrai, d'abord au Metropolitan Museum, you pay what you wish, c'est-à-dire que tu entres, si tu veux payer 10 cents, tu payes 10 cents. Bon, tous les musées ne sont pas comme ça, le MoMA, il faut payer. Il y a toujours une semaine par mois qui est gratuite.
Voilà, donc le jeudi soir c'est gratuit. Mais enfin, j'ai pas ressenti, je sais pas, j'ai pas vécu dans l'autre partie des États-Unis. Ouais. Si tu devais aujourd'hui faire un bilan de ton expérience new-yorkaise, Oui. quel serait-il? Bah, c'est positif à 100%. Oui. Oui, oui, oui. Je regrette rien du tout. Oui. Oui. Et alors en 2005, donc tu quittes New York Oui, pour t'installer, revenir sur la Franche-Comté, pour t'installer à Besançon. Qu'est-ce qui avait motivé ce choix? Est-ce que tu avais besoin de retrouver tes racines? Est-ce que c'était des raisons familiales? Oui, c'est un ensemble de choses. Un ensemble Oui. de choses, oui. Mais surtout, les loyers n'arrêtaient pas de monter à New York, donc c'était ingérable. Ouais.